Mec, t'as vu l'identité de Thor dans le dernier? Ouais, je sais, ils en parlent dans le dernier épisode d'Arrow, mais de toute façon, c'est de la grosse merde. Bonsoir et bienvenue dans ce 19e épisode de Comics Outcast, ce podcast qui pendant une heure vous parle de comics en toute mauvaise foi mais toujours avec humour. Ce soir avec moi pour m'accompagner, Yazef. Hey, salut. Daniel. Bien le bonjour. Et Gaylor. Bonsoir. Toujours à la réalisation comme d'habitude, c'est Joe. Qui nous accueille dans les studios de WeFM comme toutes les 2 semaines. Merci. Alors, on va faire un petit tour de table pour savoir ce que vous faites en ce moment. Zef, qu'est-ce que tu lis? Bah moi, je suis en train de lire le run de Punisher par Remender et ça défonce sa race. Ok, tu pourras peut-être en parler dans un autre épisode. Ouais. Ah oui. Oui, c'est super bon ça. Gaylor, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, j'ai rattrapé mon gros retard que j'avais sur les X-Men de Bendis. C'était All You X-Men. Oh my All gosh. You X-Men, Uncanny X-Men. 78 numéros. Ouais, voilà, c'était vraiment pas terrible. Enfin, pour apprendre l'anglais, c'est super. C'est très bavard et voilà. Enfin, moi, c'est cool. Et Daniel, Pour ça. tu fais quoi en ce moment, toi? Ah bah alors, j'attends le dernier épisode de Mad Men avec impatience. Ah, Avec tellement d'impatience. c'est bientôt là. Je reviens d'un film qui s'appelle Mad Max. Oui, il y a des fans. Il y a des fans ici. Non, Ouais, il y c'était a très bien. Lucille et Adrien dans le studio là. Et puis il y a Koh-Lanta tous les vendredis. Oh, c'est un peu nul. J'ai regardé le premier et j'ai arrêté. Ouais, c'est Tu parce sais qu'ils qu'ils ont ont viré fait le une beau gosse. version porno de Mad Men ou pas? Sérieusement. Bref. Pour ce soir, donc lundi 18 mai, on a un petit programme sympa pour vous. On va vous parler de Jem et les Holograms. On va parler de Lady Mechanica, de Shield. On va discuter ensemble de Secret Wars, le nouvel event de chez Marvel, le gros crossover de ouf. On va vous faire découvrir les Brigades Chimériques. Et enfin, on va vous parler de la série PlayStation Network qui s'appelle Powers, l'adaptation du comics de Bendis. En attendant, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur Twitter et sur Facebook en utilisant le hashtag ComicsOutcast. L'émission va commencer, c'est parti. Et comme toutes les 2 semaines, on va commencer avec les revues. Qui est-ce qui va commencer ce soir? C'est Gaylor D'accord. qui va ok. nous Mais présenter Pourquoi pas The Shield. The Shield. Alors, The Shield, c'est Est-ce scénarisé. qu'il y a The ou c'est Shield tout court? C'est Shield. Ah, c'est Ça, je Shield. crois que oui, c'est t'as Shield raison. tout Oui. Exactitude dès le début. Hein. Shield, inspiré de la série Agent of Shield. Oui, Oui. Inspiré dans le bon côté, mais je vais en parler un peu plus tard. Alors, Librement inspiré, je dirais même. ça reprend des personnages. Oui. Bon, déjà, c'est scénarisé par Mark Waid, qui en ce moment est sur Daredevil, qui est vraiment une très très bonne série. Au dessin, c'est déjà un peu plus compliqué. En fait, chaque chapitre, c'est un dessinateur différent. Chaque chapitre, en fait, c'est une mission du Shield avec Coulson à la tête de cette mission. D'accord. Coulson qui est maintenant devenu, en fait, on va dire le grand Manitou. Ouais, c'est le du Supreme Shield. Commander. Voilà, c'est même plus, c'est un peu au-dessus de Nick Fury, en fait. C'est voilà, le Supreme Commander, comme tu dis. Et ça part du principe qu'en fait, il connaît tous les super-héros. Ça part un peu ça reprend un petit peu le personnage, même pas d'Agent of Shield, mais plus du personnage qu'on découvrait dans Avengers, un peu le fanboy qui collectionne des cartes de Captain America. Ouais. Là, c'est un peu dans ce côté-là. Ça commence très rapidement, très brièvement, en quelques pages, nous montre un petit peu son parcours, comment il est arrivé au niveau 8 du Shield. D'abord, il était enfant. Après, il se m'était mis à faire des petites fiches. Comme beaucoup d'entre nous. Comme beaucoup mais déjà quand il était enfant, il était vraiment très à fond sur les super-héros. Il faisait des petites fiches sur les super-héros vintage de l'époque de Captain America. Après, quand il était un peu ado, il a assisté à la naissance des super-héros, Ben Grimm, Hulk, tout ça. Et petit à petit, il se fait enrôler par le Shield et devient un consultant spécial en super-héros. Puis jusqu'à maintenant, il devient le Supreme Commander normal en 4 pages. Et en fait, ça marche très très bien, je trouve, cette série. Parce que ça reprend les bons personnages qu'on peut voir dans Agent of Shield, donc à savoir il y a Coulson, il y a Fitz et Simons, Ouais, Simmons. et il y a Simmons et May, la Cavalerie. la meuf qui castagne tout le monde, et l'armée à elle toute seule. Ça reprend juste ces personnages-là, ça reprend un petit peu leur caractère et ça fait quelque chose de complètement différent. En fait, ça fait un peu ce que j'avais envie de voir en fait à l'écran avec Agent of Shield. En gros, Mark Waid il arrive, il prend les persos et puis il fait sa petite série à lui où il n'a pas besoin de, il n'a pas de problème de budget, de droit, est-ce que je dois utiliser tel terme ou tel autre, machin. Il n'est pas obligé de payer des millions pour inviter Robert Downey Jr. dans un épisode. Il demande à son dessinateur de le faire et il le fait. Et du coup, ça donne dès le début des grosses batailles épiques où il dirige tous les super-héros. T'as une espèce de grosse bataille de malades avec des géants de glace qui viennent d'Asgard. T'as Surtur, je crois que c'est une espèce de démon de feu qui s'attaque à la Terre et qui balance des géants, tout ça. Et donc pour le lecteur, pour on va dire le fan de Marvel et de MCU, enfin qui connaît pas trop les comics, c'est un très bon point de départ. Il arrive,
il est face à face avec tout le casting Marvel actuel, qu'il connaît déjà plus ou moins grâce au film. Et chaque chapitre, comme je le disais, en fait, c'est une mission. Donc ça va très très vite, ça va droit au but. Ça s'inspire donc très largement des aventures qui se passent en marge de Marvel. Donc ça reprend Iron Man, le nouveau Captain America, le nouveau Thor. Du coup, c'est dans quand même l'univers Marvel Now, donc voilà, ça reste cohérent. Ça reste cohérent avec ouais. l'univers Marvel Now, mais ça reprend pas du tout. C'est pas du tout un complément à la série dans le sens où tu n'apprends rien de plus de ce que tu as déjà vu dans la saison 1 et 2 d'Agent of Shield. Juste ça reprend. T'as besoin d'avoir vu la série ou pas? Non, en fait, même pas. Tu peux commencer. Tant mieux. Tu peux commencer ce comics là si t'as pas vu la série, mais je pense que c'est mieux de le faire dans l'autre sens. Enfin, je pense que c'est un produit d'appel pour les gens qui regardent la série et qui ont envie de se lancer dans les comics, un petit peu comme alors comparaison un petit peu peut-être maladroite. C'est à mon avis c'est un truc un peu essentiel comme nécessaire comme Hawkeye ou Thor. Tu vois, c'est des comics qui sont faciles à lire, facile à proposer à quelqu'un qui lit pas de comics, et là en plus tu as l'excuse du ah bah tu regardes Shield, cette série de merde, bah tiens regarde je vais te faire lire ça. Tu vois, tu as les mêmes personnages mais ils sont dans des situations beaucoup plus délirantes. Tu vois, tu as un chapitre donc avec tout le casting, tu as un deuxième chapitre avec Miss Marvel, dont on avait parlé dans une émission précédente. Le troisième chapitre c'est Alan Davis qui dessine super bien, et c'est avec Spider-Man, Doctor Strange, enfin tu vois, ça se prend pas la tête. Le mec, Mark Waid, il connaît vraiment son univers, il sait vraiment où il va. Il a l'habitude de dessiner, d'écrire sur des super-héros. Il a déjà fait plein de super-héros chez DC, chez Marvel. Et tu sens que son truc, c'est vraiment de mettre les super-héros dans des situations un petit peu inhabituelles. Donc c'est plutôt sympa à lire. Et un petit peu comme ce qu'avait fait Warren Ellis sur Secret Avenger. Donc tu vois, c'est une mission, un chapitre. Donc tu perds pas de temps, tu lis ça. Et justement, ça, comme je disais, ça peut vraiment contenter les mecs fans de MCU qui ont peur de se lancer dans les comics, on va dire. Et qui ont envie de s'accrocher à des choses qu'ils connaissent. À mon avis, Shield, c'est un bon point de départ pour ça. Donc comme d'habitude c'est chez Marvel, hein. On oui, peut-être pas précisé, j'ai mais pas précisé du tout. Daniel, qu'en as-tu pensé? Alors, Shield, pourquoi? Alors, d'abord, pourquoi le Shield? pourquoi le Shield? Pourquoi ça? Alors d'abord, c'est exactement ce que serait la série avec un budget de ouf. C'est-à-dire, dès le premier épisode, il y a des grosses explosions, il y a n'importe qui peut arriver du monde Marvel. C'est ce que tu disais, il n'a pas besoin de se soucier des droits, il a pas besoin de demander l'autorisation pour amener Spider-Man ou n'importe qui. Et du coup, ça donne un comics vraiment assez dynamité et qui part dans tous les sens. Aucune mission ne se ressemble. Et l'autre chose vraiment que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus de Wade, qui est quand même un super scénariste, qui est un fanboy après tout, c'est le choix des dessinateurs qui change. C'est un roster différent. Et en plus, donc, ils sont loin d'être dégueux en plus. Tu soulignais Alan Davis, mais il y a Pacheco. Oui. Il y a vraiment des super gars. Il y a Ramos qui fait le 2. Vraiment, et à chaque fois, il y a Mike Choi à un moment. Vraiment, c'est vraiment un renouvellement complet. Je pense pas que ça durera. Je pense que c'est vraiment fait pour durer le temps que Agent of Shield passe à l'antenne, et au bout de quand Agent of Shield s'arrêtera, parce que faut bien que ça s'arrête. Ça sera pas l'année prochaine, parce que c'était renouvelé. Ils vont arrêter, mais en attendant, c'est une espèce de friandise du monde Marvel. Moi, j'ai adoré le fait qu'il y ait tout d'un coup le Black Knight qui débarque. Je suis fan de Black Knight et il n'est pas jamais utilisé dans le monde Marvel. C'est plus un Avengers en ce moment. Par contre, Black Knight est très utilisé dans Hearthstone. Bref, oui. C'était ma blague. Tu canalises le meilleur de Ben. Oh là là, bravo. Salut Ben, si tu nous écoutes. Bisous Ben. Et non, bref, c'est un super comic. Je sais pas si je le recommanderais à n'importe qui, par exemple quelqu'un qui ne lit pas les comics, mais par contre je le recommanderais plutôt à un mec qui a perdu le monde Marvel de vue, genre un mec qui s'est perdu chez DC. Et je filerai ça parce que c'est vraiment, ça n'a aucune espèce d'incidence. Ta vie va pas changer, c'est vraiment pas un comics, c'est pas un comics qui va te marquer à vie. C'est pas essentiel, c'est pas essentiel, mais ça reste sympathique. C'est pas un truc qui va te remuer les tripes, mais c'est un truc qui va un peu te caresser dans le sens du poil. Et les dessins sont vraiment chouettes. Alors en fonction de tes goûts quoi, mais c'est vraiment quelque chose un truc récurrent. C'est vraiment que tu sais que tu vas avoir du plaisir pour 4$. Quoi. Cool. Zef, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors en fait, à la base quand j'ai ouvert le truc, j'étais ultra déçu, donc j'ai pas aimé, mais à vous entendre, ça m'a donné un peu plus envie d'y remettre. En fait, moi quand j'ai vu qu'on avait ça à lire pour cette semaine, j'étais assez content de me dire que ça allait avoir un rapport direct avec la série que moi j'apprécie quand même pas mal par rapport à d'autres. Et du coup, quand j'ai ouvert le truc, j'ai vu qu'il y avait les mêmes personnages et que c'était absolument pas relié au MCU.
et qu'il y avait absolument aucun rapport avec la série à part les noms, j'étais ultra déçu. Alors je dis pas que l'univers en tant que tel est pas cool, que les histoires sont pas sympas et tout, c'est juste que moi je m'attendais vraiment à avoir un comics qui était relié à la série, qui était relié elle-même au film et donc tout au MCU, et qui avait une espèce de strate encore en dessous de la série qui reliait sur la jaquette, il y a marqué inspiré de la série. Oui, voilà, ouais. En fait, du coup, je me suis fait avoir par la jaquette. Mais du coup, voilà, ça m'a un peu déçu. Je trouve qu'en plus que les personnages ressemblent pas du tout, tant au niveau caractère qu'au niveau physique. Enfin, du dessin en tout cas par rapport à la série. Ça dépend du dessinateur, oui. Ouais, et donc du coup ça m'a vraiment je l'ai lu sans vraiment me dire que j'allais de toute façon continuer la série, et donc ça m'a vraiment déçu. Je m'attendais vraiment à des belles histoires, on en parlait des belles histoires. Non mais des belles histoires dans le sens où ils auraient pu vraiment s'en servir comme un produit qui va au fond des choses quand la série peut pas y aller. Moi, faire des ellipses en fait sur des petites histoires qui sont arrivées dans la série qu'on n'a pas compris, ou alors un vrai tie-in en fait. Oui, voilà. Je pense que c'est surtout un produit d'appel, moi, pour les mecs qui sont fans du MCU. Surtout le moins que ça parle de la série, le mieux je me porte. En fait. Non mais voilà, en fait voilà, le problème c'est là, c'est que moi je voulais vraiment pouvoir relier ça. Enfin, encore une fois, je pars dans mon rêve de j'aimerais avoir un MCU qui a une différente strate de trucs, quoi. Tu rêves des belles histoires. Aujourd'hui, les films, la série, le comics, bientôt un jeu vidéo chez Telltale. Je me dis putain, s'ils arrivent à faire des vrais crossovers avec des trucs qui se répondent dans tous les sens, putain, mais les gars, c'est plus qu'oufissime. Déjà c'est cool de voir le MCU comme il est aujourd'hui, mais en plus si on a vraiment tous les médias qui s'y mettent, c'est encore mieux. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé dans l'épisode précédent justement, qui était avec une grande partie consacrée au MCU. Peut-être qu'à l'avenir on verra un moment où tout sera absolument lié, sans histoire de contrat. Je suis plutôt partisan de l'inverse. Moi je suis partisan que une distinction claire entre chaque média. Non, en fait, je suis plutôt. Je pense qu'on est d'accord, toi et moi. Oui. Il faut faire d'abord des bons comics, il faut faire des bons films, il faut penser d'abord à ce genre de choses et ensuite détailler tout ça. Là ils pensent surtout à faire de l'argent, je pense, avant. Ouais. Moi je suis content, tu vois, c'est qu'ils se servent de ça, enfin de la série pour vendre ce truc, mais c'est pas un produit à la con justement qui est mal fait, qui est mal fini. Je trouve que c'est dommage de faire encore un produit d'appel là-dessus quand t'as des mecs qui regardent la série. S'ils lisent pas de comics aujourd'hui, ils regardent une série qu'ils aiment ou pas, ils aiment l'univers, ils regardent des films qu'ils arrivent à aimer ou pas parce qu'ils kiffent l'univers, et du coup ils vont grâce à ça déjà se mettre aux comics. Alors refaire encore une fois un produit d'appel pour dire regarde, il y a encore un truc, tu peux encore lire des comics. Tu veux, ça fait un peu lourdeau à la fin. C'est vrai qu'on peut trouver un bizarre qui sortent ça à la saison 2, ils auraient très bien pu sortir ça au début de la série quand la série commençait. Mais d'abord parce que Marvel, je pense qu'ils bâclent tout leur planning commerciaux, enfin ils font tout au dernier moment, ça se sent. Et il y a un autre truc, c'est qu'un comics ça prend que 6 minutes à lire, alors que putain, Age of Shield, j'ai l'impression que ça dure 6 heures à chaque épisode. C'est horrible. Alors ils auraient pu faire un truc en disant ok, on lance ça au début de la saison 2 de Agent of Shield et on lance la série qui repart sur la saison 1 en expliquant des trucs qui sont passés dans la saison 1 à la limite, quoi. Alors pour faire un parallèle, parce que apparemment tu voudrais un comics connecté avec la série, j'ai entendu parler d'un comics qui s'appelle Arrow 1.5 et 2.5. Ouais, non, mais Arrow, c'est de la merde. Non, je lis pas le comics de Arrow ni de pour Flash, le coup, tu vois, parce que pour le coup ça m'attire vraiment pas. Parce que je trouve que la série se suffit elle-même dans sa merde. Pour le coup, dans la démarche, je trouve ça dommage parce que 1.5, 2.5, tu vois, moi de base je suis exclu, je regarde même pas Arrow, quoi. C'est même pas pour moi un produit d'appel qui pourrait m'amener vers la série, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Merci pour cette revue. On va passer à la seconde. Il s'agit de Jem and the Holograms. Yeah. Et c'est Daniel, avec sa culture débordante, qui va nous en parler. J'ai hâte d'entendre cette revue. J'ai vraiment hâte. Si j'avais su, j'aurais pris le générique. Je suis dégoûté. Tu peux pas le rajouter en off? Si, je vais Jem, c'est le rêve. Voilà. Montage. Et c'est moi qui l'ai choisi. Oui, bah c'est pour ça que voilà. Et c'est que si je l'avais pas pris, je l'aurais pris moi pour une prochaine émission. Bon, écoute, Jem, c'est simple. C'est une série des années 80, à l'époque où les séries des années 80 étaient débiles et folles. C'est l'histoire d'une orpheline. Est-ce que c'est un dessin animé DIC? C'est un dessin animé Dick ou pas? Non, c'est Sunbow et Marvel, figure-toi. Marvel. C'est Marvel qui était coprod. Ok. Et je fais tout ça sans Wikipédia, sans les mains. Bah oui, c'est Daniel. Et t'es gentil. Et donc c'est l'histoire d'une orpheline qui récupère à la mort de son père, elle récupère la maison de disques de son père et aussi un orphelinat, puisqu'il possédait un orphelinat et dans Shield. Et aussi un super ordinateur qui peut projeter de la 3D, des hologrammes en 3D avec une portée oufissime puisqu'il peut aller jusqu'en Chine
Je ne sais pas comment il fait pour envoyer ces hologrammes, mais c'est ce que j'aime dans la vie, c'est ce que j'aime dans les années 80, c'est que c'était n'importe quoi. Et alors, ce qui va se passer, c'est que la maison de disques, il y a un problème au niveau de l'héritage, et il faut faire une compétition entre elle et un groupe rival qui s'appelle les Misfits. Et donc ces jeunes filles vont former un groupe qui s'appelle les Hologrammes, et Jerrica va devenir Jem. Et c'est son identité secrète. C'est ça qui a inspiré Hannah Montana. C'est pas vrai. Si, bah évidemment, c'est ça qui a inspiré Hannah Montana. Et donc elle va toucher sa boucle d'oreille et dire à toi de jouer, Synergie, et elle va se transformer. Et c'est absolument... Alors je sais pas ce que vous connaissez, il y a 3 saisons, c'est absolument génial. Il y a des épisodes débilissimes. Tu vas peut-être te moquer de moi, mais ça passait en France. Oui, bien sûr, ça passait en France. Ça passait sur TF1. Et c'est adapté d'un jouet. C'était une figurine d'abord, et comme tous les jouets, tout ça, ils savaient pas trop quoi faire, alors ils se sont inventés n'importe quoi. Ce qui est génial, c'est qu'elle a un dude qui est amoureux d'elle, qui s'appelle Rio, et le mec il est débilissime, il dit mais elle est où Jerrica? Mais tu sais, c'est la Lois Lane des années 60, mais transposée en mec dans les années 80. Il est con comme un balai, c'est génial. Vraiment, je vous engage à regarder cette série. J'adore. Il y a un épisode où les méchantes Misfits, elles voient l'orphelinat à la maison, là, c'est une espèce l'orphelinat est une villa en plus à Beverly Hills, et elle capture Jem, et là elle fabrique exactement la même villa pierre par pierre quelque part, et elle capture Jem et elle la met dedans en espérant la bluffer. Donc en fait elles font un service public. C'est le plan le plus débile que j'ai jamais l'urbanisme pour se faire des plans diaboliques être méchante. Ouais. C'est cool ça. Il y a un épisode où elle rencontre George Washington. Il y a un épisode où Kimber est capturée par les Misfits qui la déposent en bas d'un volcan. C'est vraiment... Bon, on va parler du comics du coup là. Je parle pas d'épisode où elle presque déclenche la 3e guerre mondiale en allant faire des concerts en Chine. Il faut que je vois cette série. Ah non, mais c'est génial, c'est une série. J'adore cette série plus que je ne le devrais. Et donc le comics, à la base, on va parler du comics qui est publié chez IDW. Et donc, alors il y a un twist moderne parce qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, qui ont changé en 30 ans. Qui ont changé entre temps. Par exemple, on s'est rendu compte qu'un hologramme ne peut pas être projeté à l'autre bout du monde sans émetteur, sans rien. Donc du coup, il y a quand même l'aspect électronique. Mais il y a une raison à ce que Jerrica change d'identité, parce qu'avant il n'y en avait pas juste pour faire piéger ce connard de Rio. À part ça, il n'y avait pas d'autre raison. Il n'y avait aucune raison valable à ce qu'elle ait une autre identité. Donc là, l'identité, c'est que Jerrica, elle est trop timide en public, et je trouve ça assez mignon. Elle a des plaines de frustration, elle sait pas chanter en public. Elle a le trac, exactement, la pauvre Jerrica. Et là, elle trouve l'ordinateur, et là, paf, tout d'un coup, elle devient Jem, et là, elle prend sur elle, et son groupe se la pousse et tout, et là, il commence à enregistrer des chansons. Et contrairement au film, on en reparlera, il y a les Misfits dans la BD. Et les Misfits sont géniales. Bon, alors évidemment tout a été modernisé. Leur design, elles ont des piercings, elles ont des elles ont des tatouages. Je dis ça en regardant Zef qui est tout couvert de tatouages. Et du coup tout a été modernisé. C'est vraiment des petits jeunes de leur époque. Et elles utilisent les réseaux sociaux un peu comme Bad Girl à l'époque. C'est très proche de Bad Girl dans l'idée. Le fameux épisode 35. Ouais, franchement. Je suis assez fan. En plus, il y a un truc aux années 80 on n'avait pas pensé, c'est que les années 80 il y avait une black quand même, il y avait une asiatique, mais leur design, leur design, elles étaient toutes belles, elles étaient toutes des tops et tout. Là, il y en a des plus obèses, il y en a des un peu moins, il y en a des plus... Ils ont diversifié le cast, ils ont diversifié pour vraiment ressembler à toutes les filles en fait. Et elles vont se prendre des Starbucks et non, et c'est vraiment cool. Elles tweetent, elles ont vraiment il y a tout l'aspect réseau social qui va être repris malheureusement dans le film. Mais non, c'est un chouette comics, qu'on peut offrir à sa petite nièce. C'est un chouette comics qu'on peut offrir à n'importe quelle petite fille. Et aussi, on peut y prendre un certain plaisir parce que c'est gentiment débilou. Et moi, j'ai besoin aussi de ce genre de comics, pas juste ceux où on trucide des gens, même si on a besoin de cela. Je suis totalement pour, j'adore ce comics. On a 2 numéros, mais vivement le 3e. On va donner la parole à Zef. Qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, quand... je sais pas quoi dire. Non, mais quand j'ai... alors, je suis pas couvert de tatouages ni de piercing déjà. Et ensuite, en fait, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé parce que la série dans les années 80, je m'aimais bien parce que j'adorais les Misfits, qui était un groupe par ailleurs dans les années 80 aussi. T'avais la gueule pour les Misfits? Et ouais, forcément. Moi, c'était Kimber.
Non, un mec carrément pas. Avec sa coupe, on aurait dit chanteur d'Europe à l'époque, avec les cheveux roses. Ouais, mais elle avait un petit cul. Elle était la rouquine. Non, je veux pas savoir. Non. Ah, putain. Et donc du coup, je regardais un peu ça d'un œil, mais au final, revoir le comics aujourd'hui, je trouvais ça assez marrant. Et en fait, comme tu disais, c'est un petit peu, c'est une petite friandise en fait qu'on lit sans vraiment se dire. Pour moi, c'est très important. Je préfère Capture Créature pour le coup. Et donc non, j'ai trouvé ça sympa en fait. Les couleurs sont flashy, c'est bien dessiné, c'est pas dégueu. Bon, l'histoire, on y repassera, mais c'est sympathique. J'aime bien. Je suis content que tu aimes, avec ton petit sourire. Gaylor, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Je suis complètement d'accord avec la chronique de Daniel. C'est complètement débilou, quoi. C'est super coloré en plus quand tu vois les pages, c'est incroyable, quoi. Oui, il y a une super fou. Il y a vraiment une énergie dans ce comic. Tu m'y fais penser. Il y a la manière, puisque évidemment s'il n'y a pas de clip. Il y avait des clips dans la série originale et du coup il y a des pages entières de elle chante et tout et c'est vraiment chouette, c'est joli à voir, ça te donne envie d'écouter un truc de rock pop super sucré à côté, enfin un truc voilà, c'est vraiment un trip. Beaucoup de fond de décor blanc quand même, hein. Oui, mais et du rose. Et c'est normal, c'est bien construit. Okay. C'est bizarre parce qu'il se passe rien dans ce truc, mais pourtant c'est. Mais il y a des orphelines. Il passe tout le chapitre 2 quand même par les Twitter, à tweeter des trucs, à parler de leur de ce concours qui va arriver où elles vont être confrontées aux Misfits, parce qu'apparemment c'est les Misfits qui ont lancé le concours, un concours qu'elles organisent et auquel elles participent et elles sont sûres de gagner à chaque fois, sauf que là il y a les gemmes et les hologrammes qui arrivent et qui ont balancé une vidéo et donc ça joue beaucoup aussi sur l'aspect YouTube, le côté viral. Le fait qu'elles gagnent des followers, qu'elles se réveillent un matin, puis elles ont plein de followers, elles ont plein de vues, elles savent pas ce qui se passe, c'est complètement fou. Et la fille de couleur exotique qui a un palmier sur la tête, c'est raciste ou pas? Parce que bon, c'est pas grave, vous répondez. Mais non. Oui, il y a un personnage d'origine afro-américaine, je pense, qui. Non mais ils ont tous des cheveux, ils ont tous des coupes de dingue. Et quasiment toutes les 4 pages, il y a une nouvelle coupe de cheveux par personnage. Ça, plus ou moins, ouais. Voilà. Moi je trouve ça chouette. On a besoin aussi de comics un peu plus simples, un peu plus pour les très filles, léger, ouais, pour les filles qui peuvent plaire aux mecs aussi. Oui, franchement, lis-le. Je pense que j'ai un ami qui s'appelle Adrien, je pense qu'il l'adorerait. Alors ça c'est, comme le disait Daniel, c'est chez IDW, c'est sorti en mars, donc c'est assez récent. C'est vrai que là on a pu que vous parler des 2 premiers tomes, donc c'est-à-dire que le suivant va sortir dans le courant de ce mois-ci. On va passer à la 3e revue, et c'est Zev qui va nous le présenter. Il s'agit de Lady Mechanica. Ouais, alors ça va pas être facile de passer après ça au final. Je me dis j'aurais dû passer avant Daniel, mais c'est pas grave. Lady Mechanica en fait c'est un comics créé par Joe Benitez. Donc je vais me focaliser sur le premier arc en fait, parce qu'il y a un deuxième en cours. Donc Joe Benitez en fait. Quelle année le premier arc? Alors je crois qu'il est sorti en 2011 si je dis pas de conneries. Plus vieux que ça encore. C'est plus vieux. En fait le niveau 0 est très vieux et du coup ça a mis énormément de temps à sortir. Je crois qu'on a attendu 2 ans. Ouais, ça a été très très long. La qualité se paye. Oh oui. En fait oui, là pour le coup, il n'y a pas de lumière, donc j'arrive pas à lire ma chronique, mais ça va. Donc Joe Benitez en fait, à qui on doit entre autres Wapun Zero, il avait bossé sur Darkness, il avait bossé aussi sur Soulfire chez Topco. Aujourd'hui donc il revient avec un truc de sa prod perso qu'il a écrit et dessiné lui-même en fait, qui produit chez Benitez Production et qui est édité chez Aspen, merci. Aspen, ouais. Donc il s'appelle Lady Mechanica. Donc c'est une série à la base en 5 issues, donc 6 si on compte le numéro 0, et c'est une des rares séries qui se passe dans un univers entièrement steampunk. Je rappelle rapidement ce que c'est le steampunk. C'est un univers totalement inventé en fait, qui se passe souvent dans les années, ce qu'on appelle les victoriennes, donc de 1800 à 1888, 90, et qui est totalement basé sur la science un peu folle, avec tout qui marche à la vapeur. Donc on a des bateaux volants, on peut avoir des armes ultra sophistiquées. BioShock est un bon exemple en fait de l'univers steampunk. Ce qu'on appelle une uchronie. Uchronie, ouais. En fait, j'ai cherché le mot en même temps. Donc voilà, moi c'est un univers que j'adore vraiment particulièrement, parce que je trouve un univers ultra sexy de base, et dans lequel il y a plein de choses qui se passent. On touche à un univers très Sherlock Holmes, ce genre de choses. Et donc dans cette série en fait, on suit donc Lady Mechanica, parce que c'est son nom, qui est pensée en fait comme une héroïne totalement badass, je le dis, qui sait se battre, qui sait tirer aux 6 coups comme Clint Eastwood dans ses westerns, qui sait aussi, qui a une très bonne esprit de logique comme Sherlock Holmes. Enfin, elle est vraiment l'héroïne par excellence. Et son histoire à elle est total, un mystère total, puisqu'en fait, elle se souvient absolument de rien. Et on l'a juste retrouvée un jour. Je crois que c'était dans un hangar. Elle était entourée de corps en décomposition. Elle avait subi des opérations. Il y a des parties de son corps qui sont totalement mécaniques. Donc il y a totalement l'esprit steampunk qui est reflété
sur elle directement. Elle a les yeux rouges, elle peut grossir avec ses yeux. Je peux agrandir. C'est un zoom. Merci, un zoom. Elle a un œil ionique. Non, les deux même. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est en fait, elle va, au début de l'histoire, au début de l'épisode 1, on va la retrouver. Elle est en train de chercher une fille qui a disparu, qui est elle aussi s'est retrouvée en fait à avoir des parties mécaniques. Elle a des griffes à la place des mains, elle a des yeux bizarres qui sont en train de saigner et tout. Donc elle recherche cette jeune fille qui a disparu. Elle essaye de la sauver. Elle est rekidnappée. Elle retombe sur une ancienne ennemie à elle qui s'appelle un ancien allié, c'est le commandant Catherine Winter, donc qui est une belle rousse avec un œil crevé et tout. Enfin, il n'y a pas de moche dans ce comics. Absolument pas. Quand c'est Joe Benitez qui dessine, c'est absolument beau. Tout est beau là-dedans. Donc en fait, l'histoire est ultra, je veux dire un peu glauque dans l'ensemble, parce que c'est un côté ultra mécanique, ultra un peu il y a une espèce de méchant à la Jack l'Éventreur qu'on ne voit pas vraiment, mais qu'on sait ultra puissant, ultra balèze, ce genre de choses. Et donc en fait voilà, tout va tourner autour de cette quête. Je vais pas spoiler parce qu'en fait sur 5 épisodes ça va assez vite. Je conseille juste de le lire parce que l'ambiance est vraiment cool. Au niveau des dessins, donc c'est juste dément, c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut. On kiffe sa race à mort. Moi je kiffe. Voilà, je vois Joe qui dodine la tête, il aime pas des masses. Ça dépend. C'est totalement steampunk. En fait, Benitez a fait un travail de malade tant dans la composition. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu fais quoi? Mais putain, il t'a revu. Au calme, tout va bien. Tranquillou. Donc en fait dans une interview, Benitez a expliqué lorsqu'il a créé son personnage qui s'est inspiré de plusieurs trucs. Dans le premier temps, il s'est inspiré de Kate Beckinsale pour le physique du personnage. Il s'est aussi inspiré d'une cosplayeuse de cosplay qui s'appelle Kato. Je vous invite à regarder sur le net qui c'est pour voir le style de la nana qui est oufissime aussi, qui travaille le steampunk depuis super longtemps et qui arrive à avoir des costumes de malade. Et il expliquait même que même pour la voix du personnage, lorsqu'il lui mettait la voix dans les bulles, en fait, il avait une voix de Liz Harley qui lui parlait en fait. Donc il avait un côté vraiment ultra sexy de la chose. Donc voilà, le premier arc est fini depuis un petit moment. Le deuxième arc, lui, a commencé. Je l'ai pas encore lu, mais je crois qu'il y a une deuxième issue qui est disponible. Et je vous conseille absolument de au moins regarder les couves de tous les issues parce que Benitez en fait un masse, c'est hallucinant tout ce qu'il a fait sur ça et c'est magnifique. Merci Zef. Daniel, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je suis ennuyé parce qu'il a mis vraiment beaucoup de cœur. Et toi, tu vas dire que c'est de la merde. Il a été très gentil. Non, je vais pas être aussi bref, mais visuellement c'est très très laid. C'est tout ce que ça me pensait à exactement tous les comics qui m'ont fait arrêter les comics dans les années 90. Heureusement, c'était que pour un an. Et mais c'est vraiment, je trouve que c'est toute l'esthétique image des débuts des années 90 où on rajoute des culs et des hash-shots complètement gratuits pour faire vendre aux ados. Alors, je dis pas qu'il faut pas de comics pour ados et tout ça, mais c'est vrai, ça fait vraiment, pour moi, c'est l'esthétique du comics pour ados. Et je vais pas. Ado, donc tout va bien. Non, mais attends, j'adore Jamel Ezogram, mec. Moi, je suis une petite fille. Mais c'est vraiment, ça me tombe des mains et pourtant Aspen, c'est des gars vachement gentils. J'ai quelques potes là-bas. Mais c'est vraiment le style Mike Turner, Joe Benitez, Mike Turner, paix à son âme. Tout ce style-là me rebute complètement et me fait complètement. C'est un style de dessin inintelligent. Je trouve. À chaque fois, c'est vraiment de la patte et c'est vraiment que du visuel et c'est vraiment, il n'y a aucun fond derrière. Et si vraiment faut vous encourager à lire du steampunk, car le steampunk c'est cool, je vous encourage à lire League of Extraordinary Gentlemen qui continue et c'est vraiment l'incarnation. Alors là, on est dans le opposé complet. C'est vraiment la surintelligence, l'intellectualisation maximale, la référence littéraire et tout ça. Là, c'est indéniable, mais ça demande énormément de volonté et beaucoup plus que pour Lady Mechanica qui vraiment est le truc ado. Je sais pas si ado j'aurais kiffé ça, mais en tout cas je sais qu'en devenant adulte et en me souvenant d'avoir lu ça, j'aurais fait ah putain j'étais bien con ado. Je suis désolé, non, mais vraiment, je dis pas que c'est intelligent. J'ai dit que l'héroïne était badass et moi je kiffais pour ça. Je vois tes yeux langoureux et tout. Je veux pas te casser tes jouets pour ado. Il se passe un truc entre les deux. Non mais il y a un peu gêné. Un truc que pour lui. Non mais il
je comprends, il y a le doudou transitionnel et je veux pas te le casser. Je veux pas te casser ton doudou transitionnel. Bon, si tu veux, je dirais que c'est bien, mais en fait, moi, je recommanderais jamais ce genre de comics. Gaylor, qu'est-ce que tu en as pensé? Graphiquement, ça m'a... Ouais, je sais pas quoi te dire. C'est vraiment... Pourtant, j'aime bien l'ambiance steampunk, mais là, j'arrive pas... Moi, c'est plus au niveau de... Bon, tu vois, les dessins Aspen, genre comme Scott Campbell, des trucs comme ça, où c'est que des pin-up qui font toutes le même tour de cul, de seins, ça. Ouais, mais en fait, la même chose. Quand tu te souviens de trucs comme Danger Girls, ça fonctionnait sur Alors non, voilà, moi, c'est j'aime bien pas ce que Danger Girls, j'allais exactement dire ça. Moi, j'ai Mais commencé tout cet aspect de comics là un petit peu à part de Marvel, justement avec Danger Girl. À l'époque, ça allait, tu vois, j'avais 13 ans. C'était punk, c'était un peu Voir des dynamique boobs, et tout, c'était un là, petit c'est- peu voilà, ma raison d'être quoi à ce c'était moment-là. bien, Voilà. on aimait bien. Là maintenant, non mais en plus là même ce qui me dérange vraiment profondément, c'est les cases quoi. Enfin il y en a pas quoi. C'est des fois t'as une case où t'as juste la tête d'un personnage, donc deux faces bien sûr, hein, parce qu'il n'y a jamais de jeu avec la vue quoi, il y a rien avec la perspective. Et elle parle avec une personne qui n'est pas dans cette case, mais qui est là par une espèce de montagne de bulles à côté d'elle. Et c'est en fait ça le problème, c'est un problème de rythme aussi qui m'a saoulé. C'est t'as des amas de bulles à un moment dans la page. Tu t'as que ça, c'est indigeste. Et puis des fois, t'as 3 pages où t'as pas de case, t'as juste des personnages qui sont debout et qui balancent des punchlines. Et moi, ça m'a un peu tombé des mains. Je sais même, en fait, finalement, je pourrais même pas te dire de quoi ça parle parce que j'ai essayé 3 fois de le lire et 3 fois 3 différents chapitres. Et j'y arrivais pas. Je veux juste ajouter un truc. Daniel, C'est vrai que ça a repris l'esthétique des années 90, toutes celles que j'aime pas, c'est-à-dire Image années 90, auxquelles j'adhérais parce que j'avais 15 piges à l'époque. Bien sûr, oui. Mais il y a un autre truc que ça a repris, c'est aussi la périodicité et le sérieux au travail des mecs des années 90 qui ont font des Images. Je sais pas si on se souvient, mais à cette époque, les mecs ils sortaient un comics tous les 18 mois ou tous les 20 mois et c'est bien parti pour suivre le même rythme. Le mec il a sorti combien 5 numéros en 6 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, la première série, et puis là il y en a une nouvelle qui sort. Ça ouais, va, là il tient un rythme, mais... Ces mecs-là ne sont pas vraiment intéressés par faire des histoires, ils sont intéressés par faire du visuel. Ouais. Et je pense qu'ils devraient faire plutôt de la pub en fait, tous ces mecs-là. Mad Men t'a marqué en fait, donc là tu transposes ça. Et pour revenir à Ah mais Mad Men m'a marqué à vie. D'accord. pour revenir à Gaylor, Danger Comme Girl, Jem. pour revenir à ma période où je lisais Danger Girl, je pense que si j'avais lu ça, j'aurais beaucoup aimé. Mais là maintenant, j'y arrive pas. Enfin, surtout si tu me fais lire juste avant Jem et les hologrammes, qui est super coloré, super pop, super sucré, et qui est tellement plus ma cam au final. Pas parce que, je sais pas, je préfère le steampunk par rapport à la pop, mais parce que d'un côté c'est posé et de l'autre côté c'est, tu vois, le mec s'amuse avec ses dessins, avec ses couleurs. Voilà, c'est tout. Moi, c'est juste là la Donc différence. à part Zef, on recommande ou pas? Non. Bon d'accord, bah essayez quand même. Nine. Donc au moins ça sort du carcan classique Marvel DC Image, Oui, c'est voilà. chez donc Benitez pardon. Aspen Benitez. Voilà, production est chez Aspen Comics donc. Vous pouvez trouver ça dans votre bonne crèmerie ou l'acheter en ligne dans les comics, dans les boutiques de comics, pardon, Comixology et compagnie. Merci pour ces revues. On passe tout de suite à la suite avec les découvertes. Deuxième partie de cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur Twitter avec le hashtag ComicsOutcast pendant la diffusion de l'émission. On passe donc aux découvertes et c'est Zef, excusez-moi, qui va nous faire découvrir la Brigade Chimérique. Ouais, et du coup, ça va être marrant parce qu'on parle encore de steampunk. C'est thématique comme Vous allez émission, kiffer. si bien préparé quand même. Est-ce qu'il y aura ça des ass shots? Non, pas du tout. Ah d'accord. Donc je suis le seul à l'avoir lu ici à part Joe. Yeah. Donc je vais vous présenter un truc qui pour une fois n'est pas du comics américain mais qu'une bonne BD franco-belge des familles comme on aime ou pas. Et comme on parle jamais de ça ici, en fait j'ai voulu faire une exception. Si, Tintin et les Picaros, il en parle tout le temps. T'as fait une chronique dessus? Je m'en souviens pas. Je me souviens pas de ta chronique, excuse-moi. Donc c'est édité chez La Talente, donc c'est une boîte d'édition française. Alors, au scénariste, on a Serge Lehmann qui est un romancier aussi, qui a écrit Le cycle de Faust pour ceux qui connaissent. On a aussi du Fabrice Collin qui a fait la quête dans le monde noir, si je dis pas de bêtises. Et en dessin, on a du Gess et c'est une Bessonneau que je connais pas non plus, mais bon, en même temps, je suis pas spécialiste de la BD franco-belge, donc on va me taper plus tard, mais c'est pas grave. Au niveau de l'histoire, en fait, on y trouve une uchronie complète, en fait, alors, ça va être un peu difficile à expliquer comme ça, donc, surtout j'ai pas beaucoup de lumière, donc j'ai du mal à lire ma chronique. Hop, je vais m'avancer, merci. Donc en fait c'est une uchronie qui vient en fait rejoindre au fur et à mesure de l'histoire la réalité de l'Europe actuelle, passée à la fin de 1939.
Pourquoi je précise les dates? En fait, tout commence en 14-18, pendant la Première Guerre mondiale. En fait, des soldats meurent dans les tranchées, ils sont tués, il y a des gaz, il y a des super scientifiques qui essayent de trouver des moyens de faire, merci pour la lumière, qui essayent de faire avancer en fait la technologie de la guerre pour la gagner. Et dans les tranchées, en fait, il y a des mecs qui sont sauvés par 4... je vais pas dire soldats en fait, mais 4 personnes, des super-héros qui sont là. Un qui est ultra balèze, un ours ultra balèze, un qui a des ailes d'ange, une nana à moitié à poil qui ressemble un peu à Poison Ivy, t'as un squelette et tout. Et en fait, ils sont sauvés par ce qu'ils appellent donc la brigade chimérique. La brigade chimérique, c'est au final 4 soldats qui sont les gardes du corps de Marie Curie, donc là ça va commencer à devenir marrant, qui a créé cette brigade et qui est devenue en fait une espèce de super scientifique dans l'idée et qui a réussi en fait de 1914, de 14-18 jusqu'à début 38, à combattre en fait les super vilains qui ont été aussi créés par la super science de l'époque. Jusqu'à là, vous suivez ou pas? Ouais, d'accord, ça va. Donc 14-18 c'est la bonne époque, blablabla, je me retrouve. Donc c'est une uchronie, donc, parce que à l'Europe de l'époque n'est pas, il n'y a pas la montée en puissance de Hitler, mais d'un gars qu'on appelle le professeur Mabuse. Donc il y a aussi un professeur qui est totalement barge, qui veut dominer l'Europe, qui a une armée qu'on appelle de crânes. Alors les crânes dans l'histoire, ce sont vraiment des crânes, c'est en fait ce sont des squelettes qui portent des grands manteaux noirs avec des casquettes, avec des petits symboles argentés sur le côté. Donc c'est un peu le nouveau SS qui arrive. En Espagne, on a ce qu'on appelle la Phalange. La Phalange, c'est un gars qui est pas connu mais qui est ultra balèze aussi, c'est un super vilain qui dirige toute l'Espagne. Sur le bloc soviétique, on a ce qu'on appelle Nous Autres, donc c'est un bloc communiste qui eux ont créé en fait une espèce d'armée de robots ils ont un côté robot mutualisé parce qu'en fait ils ont créé ce qu'ils appellent le grand frère, donc c'est un robot gigantesque qui ressemble énormément à Staline et qui en fait prend les décisions pour tout le monde et tout le monde est d'accord avec lui. Et en face de ça, on a les héros du monde démocratie. Je vois Adrien qui fait des yeux genre mais what the fuck. Et donc en face de ça en fait, donc on a le héros de Londres qui est nommé l'accélérateur et le Nyctalope donc qui est le héros de Paris et de la France qui protège la France. À la base, le projet, c'est un peu décousu mais ça va prendre forme à la fin. Au départ en fait le projet de la BD c'était de prouver que les comics n'étaient pas en fait les premiers super-héros sur le marché. En fait, en France, en Europe, pendant fin des années 1800, au début des années 1900, en fait, on avait aussi des super-héros. Le problème, c'est que ils sont peu ou pas très connus. Aujourd'hui, si je vous parle du Passe-Muraille, vous savez qui c'est. Si je parle du Nyctalope, déjà, ça va devenir un peu plus sombre. Fantomas, Rouletabille, si je vous parle aussi de Félifax, ça vous parle pas beaucoup, mais en fait, c'est un héros de romans de l'époque. Donc ça, en fait, ce sont des personnages qui ont été connus et qui n'ont pas passé en fait la Seconde Guerre mondiale en termes de littérature et qui sont très peu connus aujourd'hui. Et en fait, l'auteur, à l'origine, quand il a voulu créer ça, en fait, il était vraiment friand de super-héros et quand il a vu qu'il y avait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui a été créée, il s'est dit ok, je vais laisser tomber, je vais pas créer ça, ça sert à rien, il y a un autre gars qui fait déjà ça. Et en fait, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, eux, s'arrêtent plus à la fin, début 19e, fin 19e, début 20e. Et donc du coup, lui a repris la suite, entre guillemets, avec ça. La question est de ça, donc donc en fait aujourd'hui ils sont totalement oubliés. La question est pas de savoir pourquoi pendant en fait tout ce qui se passe pendant les 6 tomes, pourquoi les héros ont été oubliés. En fait tout est expliqué en fait à la fin des 6 tomes. Au début c'est assez amusant de voir que l'histoire prend place en fait entre 1938 et 1939. 1939 par exemple c'est la création de Batman, parce que tout s'arrête, toute l'histoire de la brigade chimérique en fait s'arrête en 1939 et les super-héros américains commencent à voir le jour en 1939. Exception faite de Superman qui lui apparaît en 38 et qui est comme par hasard présent dans la BD au tout début, qui est présenté sous le nom de Monsieur Steele, qui est journaliste, qui a la petite mèche comme Clark Kent, et qui, lorsqu'il déchire son t-shirt, on voit un vieux logo apparaître en dessous. Donc en fait, tout commence donc en 1938. On voit en fait un homme qui a perdu un peu la mémoire, qui est à lui seul en fait ce qu'on a appelé donc pendant les années la Première Guerre mondiale la brigade chimérique, parce qu'il a une bague et quand il déclenche son pouvoir, en fait, il disparaît. Il y a 4 personnes qui apparaissent à sa place et qui vont devenir en fait des super-héros et combattre tous les super méchants qui peuvent arriver. Donc au fur et à mesure en fait des 6 tomes, on va découvrir en fait toutes les machinations de Mabuse, donc qui est
l'espèce d'Hitler en place, qui veut annexer l'Europe centrale, qui veut créer une espèce de nouvelle ville qui sera nommée ou qui est déjà nommée Métropolis, pour y rassembler tous les super humains, tous les super scientifiques, pour faire de la super science et faire une race supérieure. Donc on a déjà en fait l'idée, dans l'Uchronie en fait on a encore l'idée du nazisme là-dedans. Au niveau de la narration de la BD, en fait c'est de la BD franco-belge, donc il faut vraiment penser à ça quand on lit ça, ça veut dire que c'est très lent. Il y a un certain sens du rythme qui est présent, mais enfin c'est difficile à lire. Ça, on lit plus, on se rapproche plus du Tintin pour faire un clin d'œil à Adrien plutôt que du Batman dans l'idée, parce que même l'action qui est posée est très lente. On a je vais y arriver. En tout cas, ça a l'air super bien. Merci. Non, merci. Ça change en fait, les actions ne sont pas du tout dynamiques. On n'est pas dans du comics, le découpage des cases, eux, sont très plats. On n'y retrouve absolument rien d'extraordinaire en termes de découpage. C'est vraiment posé comme du BD franco-belge, c'est vraiment la base de la BD. Donc le rythme de l'histoire est vraiment très lent, c'est assez verbeux, parce qu'il y a beaucoup de bulles, beaucoup de textes à lire, mais c'est surtout assez cultivé en fait, dans le sens où si on connaît pas du tout l'histoire de l'Europe, si on connaît pas, si on n'a pas un minimum de culture générale, on peut se perdre énormément dans les noms de personnages. Si on connaît pas qui est Louis Querelle, si on connaît pas Briton, si on connaît pas Wells, si on sait pas qui c'est, en fait quand les noms sont balancés, on se retrouve vite perdu dans l'histoire. Alors ce qu'il faut faire si je voulais choper le truc, c'est pas de prendre les tomes un par un, mais c'est de prendre la complète, qui est une espèce de gros dictionnaire en fait. Et sur les dernières pages dans l'annexe, il y a une trentaine, une quarantaine de pages en fait qui va détailler page par page qui est quel nom, qu'est-ce qu'il a fait dans la vraie vie entre guillemets, parce que c'est un espèce d'index, mais très bien expliqué en fait, parce que tout a un rapport en fait avec la culture et la littérature de l'époque. Donc la narration est un petit peu complexe, mais il y a des références à prendre là-dedans. Au niveau du dessin, alors c'est de la BD, c'est pas du tout mon style. Moi, les premières pages étaient ultra dures pour moi à voir visuellement parce que il y a un ton très pastel, mais c'est pardon. Non, j'ai dit à voir visuellement. Oui, voilà. Voilà. Et donc c'est très pastel, c'est assez moche. Il n'y a pas beaucoup de détails dans les visages. Faut aimer le style, mais au fur et à mesure, en fait, plus on s'implique dans l'histoire, plus on arrive à accrocher visuellement. Ça reste super agréable au final dans la lecture complète. Suite au succès de la BD, putain, je vais tomber le téléphone. Suite au succès de la BD, il y a eu un préquel qui est sorti, qui s'appelle L'Homme truqué. L'Homme truqué, en fait, c'est un préquel qui se passe juste après la Première Guerre mondiale et avant les événements de l'histoire principale. Qui se passe donc là il y a une espèce d'invasion extraterrestre qui est là, donc ça touche vraiment tout. Il y a des vampires, il y a des extraterrestres, il y a les nazis, il y a tout ça, donc ça reste effectivement assez bien. Il y a une suite qui est prévue, alors c'est plus le même nom, ça s'appelle L'œil de la nuit. En fait, c'est pas vraiment une suite, mais ça va raconter en fait la jeunesse d'une nyctalope à Paris. Ça a changé de nom parce qu'il y a eu un problème avec les ayants droit d'une nyctalope de l'époque, du roman qui était sorti à l'époque, donc bon, ça fout un peu le bordel. Et il y a le bouquin qui circule dans le studio depuis tout à l'heure. En fait, il y a un JDR, donc un jeu de rôle, qui est sorti sur ce monde-là. C'est exactement. Alors, il a été créé en fait pendant que la BD sortait. C'est-à-dire qu'en fait les 6 tomes n'étaient pas finis, que le jeu était déjà en train d'être créé, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Romain Dussier, qui est scénariste de JDR à la base, qui est ultra fan de comics, et quand il a vu qu'il y avait des super-héros français, européens qui étaient créés avant les comics américains, il s'est dit moi j'aimerais bien faire un jeu là-dessus. Donc il a pris la brigade chimérique, il a commencé à lire ça, il a dit putain moi je kiffe ma race, il est allé voir les scénaristes, il a envoyé un truc aux scénaristes de la BD en disant moi j'aimerais bien faire un jeu sur ça, est-ce que vous êtes d'accord? Et les scénaristes et les éditeurs ont dit complètement d'accord, on peut faire un truc. Donc ils ont travaillé en parallèle, il y a eu l'écriture de la BD et l'écriture du jeu de rôle, et en fait aujourd'hui le jeu de rôle est devenu plus une encyclopédie complète de la BD qui va développer en fait le monde de la brigade chimérique sur des points qui peuvent pas être développés dans la BD directement. On va apprendre ce que c'est, ce qu'ils appellent l'hyperscience, on va apprendre ce que c'est le radium, parce que c'est pas un monde steampunk, mais c'est plus un monde radium punk, parce que c'est vraiment la découverte du radium par Marie Curie qui a fait avancer la technologie là-dessus. Donc il y a l'hypermonde, il y a plein de choses, et le jeu en jeu de rôle, si vous aimez le jeu de rôle, c'est juste un des meilleurs jeux de rôle du monde à mon sens, mais c'est totalement personnel. Alors merci beaucoup pour cette superbe chronique Zef. Juste 2 questions, quand est-ce que c'est sorti tout ça?
putain, j'ai pas la date, j'ai pas regardé, mais c'est assez vieux maintenant, parce qu'il y a les 6 tomes, et puis c'est complexe, ça a daté de 2008, 2009, non, si je ne Je vais vérifier, parler entre temps. Et donc voilà, donc dispo en format chez La Talente, en format assez grand, donc cartonné, c'est assez joli. Assez grand. Non, assez grand. Non, mais c'est un grand format, c'est grand. C'est de la BD franco-belge. Voilà, c'est pas comme les comics que vous pouvez trouver dans votre crèmerie, comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup, on va passer à la suite. Chronique suivante. Pas moi. On va passer à la chronique suivante. Et donc c'est... je pense qu'on va remonter un petit peu. Hein. Mais non, on s'en fout, on y va là, c'est parti, c'est le direct. Daniel, tu vas nous parler de Secret Wars, donc le grand event de chez Marvel de 2015 qui fout un peu la merde, tellement la merde qu'en fait il détruit tout. Oui. Alors est-ce que tu peux nous présenter t'as tout dit là, en fait là. Marvel a décidé de tout casser. Ouais. Et donc, comme vous saviez peut-être, le monde Marvel est diffusé en plusieurs réalités, en plusieurs univers. Celui qu'on connaît, qui s'appelle le numéro 616. Et tous les autres, donc il y a le Ultimate Universe, mais il y a aussi tous les univers parallèles, Day of Future Past, tous les grands classiques. Future Imperfect avec Hulk, enfin, il y en a des milliers, à tel point que l'Ultimate s'appelle 6116, il y en a des milliers, des millions. Et à chaque fois, dans chacun de ces univers, il y a un Captain America, ou un équivalent de Spider-Man, il y a un univers où ils sont que des zombies, où ils sont que des vampires. Et donc Marvel, ils se sont dit ça devient trop compliqué, ou alors on va faire un événement là-dessus, et ils vont tout casser pour tout refusionner en un seul univers. Alors moi ce que je comprends pas, c'est que il y a 3 ans, si je me trompe pas, ils nous ont déjà fait une refonte avec Marvel Now. Pourquoi 3 ans après? Non, c'est 2 ans. C'était fin 2012, là on est presque... 2 ans. Grosso modo, maintenant, 3-4 ans, c'est le cycle normal d'un univers de rester entier, jusqu'à ce que Flash arrive et foute la merde avec le continuum espace-temps. Oh, mauvaise licence. tu vois ce que je veux dire, c'est que ça fait des events et pouf, et on fait des events. Là, en l'occurrence, Secret Wars... Et le moment idéal pour eux de boucler l'arc de Jonathan Hickman qui marche depuis Marvel Now, qui est un arc sur Avengers et New Avengers. Ça fait la bagatelle de 80 comics ou quelque chose comme ça. Alors, attends, 44 d'un côté, 33 de l'autre. Je me les suis relus tout, au moins 77. Sans compter l'event Infinity. Sans compter Infinity. Et donc, ça fait une 80 comics. Le mec fait des arcs monumentaux avec énormément de répercussions entre ces différentes histoires. Ça fait beaucoup allusion à son run sur Fantastic Four. Ça reprend aussi son run sur Ultimate Comics. Oui, c'est ça. Ça reprend un petit peu son run dans Shield. Et ce mec-là, et il a été présenté comme le Grant Morrison, le nouveau Grant Morrison. Et c'est vrai que ça s'en inspire un peu parce qu'il y a énormément de ramifications dans son travail. Et même dans ce qu'il fait en dehors de chez Marvel. Même dans ce qu'il fait et oui, c'est vrai qu'il faut souligner aussi le projet Manhattan et tout ça. Southwest. Vraiment, c'est un mec qui a une idée derrière la tête, et donc il a repris Avengers, donc il y a environ 4 ans. Et il a changé complètement l'optique de l'équipe. Avant, c'était quand même une équipe, un peu une bande de potes. Il y avait une espèce d'entente. Là, grosso modo, ce qui arrive au début, c'est que Tony Stark, il réveille Steve Rogers dans son lit. C'est une séquence très homoérotique au possible. Et il lui dit, viens, j'ai une idée. On va devenir encore plus grand. Et grosso modo, il lance une idée d'Avengers encore plus universelle, avec un roster vachement élargi. Ils sont allés chercher des anciens New Mutants, donc Sunspot et Cannonball. Ils sont allés chercher Spider-Man, Wolverine, enfin tous ces mecs-là. Shang-Chi aussi. Shang-Chi, c'est un line-up très varié. Pardonnez-moi. Et du coup, donc c'est un multi-ramification. Et dans le titre New Avengers, ce qui va se passer, c'est que c'est le grand retour des Illuminati. En fait, c'est ça, voilà. Dans New Avengers, c'est là que commence un petit peu son espèce d'idée très très ambitieuse de tout casser. Sauf qu'au début, on le voit pas. On assiste à ce qu'on appelle des espèces d'incursions. En fait, tu as 2 univers qui se rencontrent complètement au hasard. Et le point de rencontre, c'est les 2 terres, en fait. Et soit ces 2 univers s'effondrent par la collision des 2 terres, soit l'une des 2 terres va casser la gueule à l'autre, voilà, grosso modo. Et du coup, en fait, c'est un petit peu maintenant l'espèce de mission des New Avengers, enfin des Illuminati, donc de cette espèce de groupe secret, super secret. Grosso modo, il y a Doctor Strange, et Iron Man. En fait, il y a tous les blogueurs influents, tu vois, sont là.
Il y a Black Panther. Il y a même Captain America au tout début. Et Oui. grosso modo, le début de... On va pas spoiler tout un arc, mais grosso modo, ce qui arrive au début, c'est que Captain America n'est pas d'accord avec les méthodes. Puisque pour que les deux univers... pour que leur univers survive, il faut détruire l'autre univers. Ouais. Et il n'y a vraiment pas d'autre solution. Et il n'y a pas d'autre solution. Et même Reed Richards, Tony Stark, Bruce Banner, tous les meilleurs cerveaux du monde unis ensemble n'arrivent pas à trouver d'autre solution que détruire l'autre monde. Ils deviennent littéralement des monstres. D'accord. Captain America est pas d'accord. Alors ils utilisent Infinity Gauntlet et ça marche pas. Il y a plein de manières différentes. Il y a Namor il y a Xavier à l'époque où il était vivant. Enfin vraiment il y a... Spoiler. Il y a Black Bolt aussi. ça va, il est mort il y a 3 ans. Il y a Black Bolt, il y a vraiment, c'est vraiment l'union des meilleurs cerveaux. Et ce qui va se passer, c'est que Captain America va se rebeller, ils vont lui effacer la mémoire. D'accord. Et au bout de énormément de numéros, Captain America va se souvenir de ce qui s'est passé, il va dire quelle bande d'enculés. Dans ces termes-là. C'est vraiment écrit comme ça. Ouais. et il va décider de faire la guerre aux Illuminati. Et c'est là que commence l'arc qui introduit Secret Wars, qui s'appelle Time Runs Out. Et grosso modo, on leur annonce que l'incursion finale va avoir lieu. Les derniers univers vont commencer à se entrechoquer. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, nous, on a le point de vue de l'univers 1610. 616. Et on n'a pas le point de vue des autres terres, mais il se passe exactement la même chose partout dans tous les univers. Donc du coup, plus le temps avance, moins il y a d'univers qui restent. Et à la fin pendant Time Runs Out, on en est à peu près 20... La musique de la maison qui rend fou sur Astérix. D'accord, oui, parce que c'est du bordel. Voilà, Alors, c'est ça, les univers courent très très vite, et puis à la fin, il en reste qu'une vingtaine. Et il y a un truc très important, c'est que pendant ce temps-là, les méchants, ils restent pas les bras croisés. C'est vrai, oui. Puisqu'il y a Thanos, il y a toute la bande de bâtards de la Terre qui s'unissent pour former une cabale, dont peut-être quelques gentils aussi. Voilà, on va pas aller plus loin. On va pas spoiler. Et alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, c'est un arc passionnant. Depuis le début, ça vaut vraiment le coup, parce que il y a vraiment énormément de ramifications. Il y a les Avengers, mais les Avengers, ici, vu que les Illuminati forment un groupe en eux, donc ils s'opposent, mais il y a d'autres Avengers qui commencent. Il y a les Avengers de l'hyperespace, qui sont envoyés dans le cosmos pour lutter contre les incursions dans le cosmos. Les Avengers du Shield. Il y a les Avengers du Shield, et puis il y a les Avengers donc qui sont restés sur Terre pendant que les Illuminati se barrent. Et donc les fameux, il y a tellement d'Avengers. D'accord, alors on va un peu recentrer pour essayer de comprendre. C'est très touffu, parce que je ne veux pas vous le raconter d'être lu. exactement ce qui se passe avant Secret Wars. Donc je résume, New Avengers, donc c'est ça qu'il faut lire pour comprendre. Il faut lire vraiment Avengers et New Avengers. D'accord. Ensuite on a Time Runs Out qui est qui est l'arc qui regroupe New Avengers et Avengers. Et là tu lis les deux, 1 sur 2. D'accord. Et maintenant Secret Wars. Donc Secret Wars ça vient tout juste de commencer. Ouais. Secret Wars, c'est l'incursion finale. C'est le truc inévitable, la fusion inévitable qui a lieu. Ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est la grande finale d'Interville en fait. Tu vois, t'as les deux dernières terres. Ultimate et... l'humour ce soir. Mais t'as vu ça, c'est fou. Et en fait, c'est l'univers classique, l'univers Ultimate, et voilà, c'est l'univers classique et l'univers Ultimate. L'univers de Dax et l'univers de Biarritz. Donc. Ouais. Okay. Mais ce qu'il faut ajouter, Secret Wars, c'est que le numéro 1 est vraiment un numéro de baston. Qui pour montrer l'opposition entre ces deux univers, mais à partir du numéro 2 il repose il se passe un truc, enfin c'est pas un twist mais c'est une suite logique où il y a les méchants qui ont survécu, les gentils qui ont survécu et ils se retrouvent quelque part. D'accord. Et qui est un peu le même base que Secret Wars l'ancien, ils se retrouvent dans la planète du Beyonder, là ils se retrouvent quelque part. Et si vous suivez un peu les sorties Marvel, vous savez qu'il va y avoir plein de numéros de Secret Wars basés sur des univers parallèles. Tu parles de Battle World. Je parle de Battle World. D'accord. Alors, c'est pas un Battle spoiler, World. parce qu'en fait c'est quelque chose qui a été annoncé depuis très longtemps. Ouais, mais dans le déroulement de la BD, je préfère pas spoiler. Alors, sans dire ce qui s'y passe, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Qu'est-ce que Battle World? Qu'est-ce que ça représente? Alors, on n'a pas tous les éléments. On sait pas encore. On est okay. au numéro 2. Parce que alors, mais ils ne se prononcent pas. Ils arrivent sur une planète qui s'appelle Battle World. Et dans ce Battle World, il y a chacun des pays qui sont une espèce d'ancien
bulles de passé ou d'univers parallèles de Marvel, et c'est là que tous les autres voilà, titres c'est là que je voulais en venir en fait, c'est que ça commence à partir de la semaine prochaine, je crois. Il y a des cartes qui ont traîné un peu comme si, je sais pas si vous vous en souvenez, chers auditeurs, quand on parlait de Multiversity, en fait, ils avaient sorti une espèce de graphique diagramme qui permettait aux lecteurs de s'y retrouver, parce que forcément, comme ça se basait sur des univers parallèles qui ont ou pas des références, il fallait quand même qu'on comprenne quelles étaient les relations des mondes les uns avec les autres. Là, ils ont fait à peu près la même chose donc avec la carte de Battle World, où on voit en fait, donc c'est un planisphère sur laquelle des masses de terre et des masses d'eau complètement aléatoires ont été dessinées avec des frontières complètement c'est complètement imaginé, arbitraires. Sauf que chaque région a un nom bien particulier. Il y en a un qui s'appelle Spider-Verse, il y en a un qui s'appelle Planète Hulk, et ainsi de suite. Il y a un univers où Spider-Man est encore marié à Mary Jane. Voilà, c'est ça en fait. Sa fille. C'est qu'ils reprennent plein de statu quo qui ont eu lieu qui ont été initiés par depuis le début de l'histoire de Marvel en fait, et qui remettent tout à plat en sortant en sortant donc un titre par endroit. En gros c'est ça, hein. Il y a un univers parallèle consacré aux X-Men des années 90. Oui, j'ai les comics, ça se limite même pas aux events quoi, ça se limite vraiment à des, et c'est limite pour le coup c'est cross média, voilà. Est-ce qu'il y a un univers Marvel Capcom? Non, oui, non, je suis pas sûr. Mais je sais que l'univers Marvel Capcom a un numéro dans la liste de Marvel. Mais bon, bref. Donc voilà. Donc en gros là, ça commence. C'est le bazar, c'est la bataille finale, tout ça. Battle World, c'est l'endroit dans lequel tout se passe au même moment, à plein d'endroits différents. C'est clair ou pas? C'est ça? Exactement. Ok. J'ai compris. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est que Secret Wars, c'est aussi un comics en soi. Tu peux lire que Secret Wars normalement. D'accord. Donc tu n'as pas besoin de lire les tie-in. Il faut préciser quand même à nos visiteurs que c'est quand même quelque chose, moi je trouve, d'assez compliqué à lire pour quelqu'un qui n'a pas lu les 70 numéros précédents de Avengers et Avengers. C'est déjà compliqué à écouter. Hein. Et pourtant on a fait très synthétique et en rajoutant des blagues. 80 numéros quand même. Il y a 80 numéros tous enchevêtrés les uns dans les autres. Mais bon, c'est du Hickman, c'est très ambitieux. Honnêtement, c'est très ambitieux. Ça vaut vraiment le coup. C'est très ambitieux en termes d'écriture et ça vaut le coup d'être lu. Je suis pas sûr que les gens auront la patience de faire ça et qui vont peut-être ne se souvenir que de Times Runs Out, pardon. Oui, quelle heure, pardon. Si on peut proposer aux auditeurs un truc un peu plus accessible, pour se lancer dans Secret Wars, il y a Marvel qui sort régulièrement, à chaque fois qu'ils sortent un event, ils sortent une espèce de pavé qui regroupe plusieurs numéros liés à ce qui est en train de se passer. Et là, ils ont fait ça avec ça s'appelle Secret Wars Prélude to Secret Wars, un truc comme ça. Et dedans, tu as les 3 premiers chapitres de New Avengers, là où on t'explique les incursions. Tu as les 3 derniers chapitres du premier Secret Wars, qui a eu lieu en 84, où tu comprends un petit peu le rôle de tous les super-héros. Tu vois ce qui se passe avec Doctor Doom, sans aller plus loin. Tu sens qu'il a vraiment son rôle à jouer dans cet event. Tu vois aussi le dernier chapitre du Fantastic Four de Hickman, où là, pareil, tu vois un espèce de Doctor Doom complètement dément, avec un gant d'infini dans chaque main, qui redéfinit tout l'univers. Faut aussi lire le Fantastic. Si vous avez le temps, faut aussi lire le run, Fantastic Four le même run, le run qui est arrivé avant, et c'est le run qui est de pour les auditeurs. D'ici là, je vous aurais préparé une liste un peu plus claire, ou alors Daniel va le faire parce que c'est son métier, qui vous permettra de suivre. Vous lisez tous les Fantastic Four de Hickman et après tous les Avengers. Il y a des fous sur internet, j'ai vu. Qui l'ont déjà fait. Non, ils ont fait des listes de lecture de Marvelverse de Hickman, c'est-à-dire tous les comics qu'il a jamais écrits. C'est un monde dans le monde. Oui, et c'est vraiment ça. Et un jour, j'ai vu son brouillon pour expliquer le run timeline et sa schedule. Et c'est assez hallucinant. C'est un mec qui se casse vraiment le cul à ce que ça soit bien. Du coup, combien de temps ça va durer? C'est-à-dire, combien de numéros y aura-t-il? Là, je crois que en fait, finalement, je crois que c'est 8 semaines. 8 numéros. Il y a 8 numéros. Il y en a déjà 2. Ça a commencé il y a 2 semaines. C'est dessiné par Issa Tribic. Qui était le dessinateur de Jason Aaron sur Thor God of Thunder au début de Marvel Now. Le dessinateur préféré de Ben, donc on va pas en dire du mal. Il dessine bien. Il dessine bien. C'est joli. C'est très joli. C'est peut-être pas le mec que j'aurais foutu sur un crossover. C'est un artiste de couve, quoi. C'est un très bon artiste de couve, mais il fait son taf. Et tu sens qu'il a eu beaucoup de temps à l'avance, il a pas bâclé son truc, quoi. Il fait des très très belles planches quand même. Ouais, il est assez joli. Mais c'est peut-être pas le mec que j'aurais pris. J'aurais pris Alan Davis, tu vois, un truc un peu nouveau. D'accord, donc on va avoir le temps d'en reparler pendant le mois de juillet pour voir déjà ce qui va se passer à la fin. Donc attention spoiler, on va spoiler à ce moment-là, je pense, vu que tout sera terminé et que le nouvel univers
l'univers Marvel. Ils ont déjà annoncé les Avengers qui. Oui, ça on a déjà vu. Il y a voilà. des trucs qui ont été, les sollicitations. Bah, tout ça. Ultimate Spider-Man sera intégré au monde Marvel et tout ça. Ok, merci pour ce topo. On va essayer. J'espère que c'est clair pour vous. Moi, je trouve que lisez-le, c'est vraiment emballant. Mais par contre, c'est vraiment très 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 exigeant. J'ai lu 3 fois. Je peux pas citer tous les trucs et toutes les ramifications. Donc c'est dense quoi. C'est pas une histoire. Il y a un moment, surtout dans Time Runs Out, t'as plusieurs histoires qui se déroulent en même temps. Et il y a énormément de surprises. Il y a des trucs genre paf, tout d'un coup, c'est vraiment plein de surprises. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment très excitant. C'est tout le contraire de Shield. C'est un vrai comics, c'est un multi-ramification. C'est un truc très compliqué à lire, mais ça t'apporte beaucoup si tu réussis. Merci beaucoup Gaylor, merci beaucoup Daniel pour cette exposition, si on peut dire ça. High five dans le studio, mais n'importe quoi. On va passer à Hors les bulles tout de suite, après ça. Bienvenue dans cette dernière partie de ce 19e épisode de Comics Outcast. On va parler d'une série télévisée qui ne passe pas à la télé. Une web série. Ouais, voilà, une série en streaming. Une expérience PlayStation. Série. Voilà, on vous en avait déjà parlé autour de Noël en fait, parce que c'était à cette époque que la série avait été annoncée. Ils avaient prévu de la sortir en décembre 2014, ce qui n'a pas été le cas clairement, puisque c'est sorti en mars, donc il n'y a pas très longtemps. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, disait Jacques Chirac. Et on va donc arrêter l'émission sur cette citation. Donc voilà, merci à tous. C'est donc une série en 10 épisodes, si je ne me trompe pas, c'est ça, 10 épisodes. Oui. Qui est diffusée donc, comme je vous disais, sur le PlayStation Network, donc uniquement à la base disponible pour les abonnés au PS Plus. Voilà, donc c'est déjà assez exclusif. En gros, abonnez-vous pour voir cette série qui est prometteuse. Non, abonnez-vous et payez-la avec vos sous en plus. Ah d'accord, donc en plus, je crois que t'as pas besoin d'être abonné au PS Plus pour la suivre. Non, tu peux la payer directement. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Tu as juste besoin d'une PlayStation. C'est sympa comme prix d'appel. Et ça coûte combien sur PS Vita ou pas? Ça coûte combien? Je crois que c'est 25 € en SD et un truc genre 30 balles en HD. Juste pour la série? Pour la série. Ah ouais, d'accord. Non mais attends, fais pas des gros yeux, hein. C'est les ayants droit, mec. Non, les gens ils bouffent. Surtout le prix du DVD en fait, d'un coffret DVD avec des épisodes. D'accord. On sent le mec qui paye plus rien. Moi je paye tout ce dont je me sers. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est que Powers? Powers c'est donc une adaptation d'un comics à la base de Brian Michael Bendis, voilà, qui est un auteur et dessinateur que vous connaissez pas mal, puisqu'en fait il est à la clé de pas mal de séries de Marvel Now en fait. Donc quand vous suivez New X-Men, quand vous suivez Guardian, tout ça, c'est lui qui orchestre tout ça. Donc en gros c'est le mec qui a réussi la modernisation, qu'on aime ou n'aime pas, il a réussi la modernisation d'Avengers. Voilà, et il est un peu comme Hickman, assez respecté à ce niveau-là. Il a fait beaucoup de choses avant Marvel, mais et ça c'est Powers, c'est sa série qu'il a fait un peu rentrer à Marvel. Voilà. Il publiait ça chez Image et c'est un polar et c'était très différent, mais c'est ça qu'il a vraiment lancé chez Marvel. Comme on vous l'avait dit en décembre, en fait, c'est un projet qui est assez ancien en fait. Ça a commencé en 2009-2010 et c'est seulement aujourd'hui que ça voit le jour. C'est le script qui a tourné en fait. Pas seulement le script en fait, c'est aussi tout ce qui était casting. Et en droit de tournage, ils ont eu pas mal de mal à décider de choses. Il y a Sony aussi qui avait mis sa main. Au début, ça devait passer sur la Fox. Enfin bref, c'était un peu le bazar. Mais bon, on vous en avait déjà parlé à ce moment-là. Donc comme le disait Daniel, c'est une série plutôt policière qui met en scène des super-héros. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire parce que je vais demander aux chroniqueurs de la détailler un petit peu. Au casting, on a le comédien de District 9 qui s'appelle Sholto Copley, donc il partage la palme d'or. Looping dans Agence Touriste aussi, qui partage avec Charlize Theron le prénom le plus ridicule d'Afrique du Sud, voilà, parce que ça s'appelait Charlto, c'est un peu chelou quand même. Suzanne Hayward qu'on a vu qui va jouer dans le la gratuité. Oui, c'est voilà, dans le reboot de Poltergeist. Michelle Forbes qui jouait dans True Blood et dans BSG un peu. Et Eddie Izzard qui joue un méchant, mais je vous dis pas qui. Donc voilà, un petit casting de personnes un peu de série B, mais bon, ils sont assez sympathiques. Alors, est-ce que Gaylor, tu peux nous parler du pitch très rapidement? Genre très rapidement, en fait c'est un monde de super-héros, mais pas vu à la sauce Marvel où les super-héros sont mis en avant. C'est pas des équipes de super-héros, c'est plus plusieurs super-héros, puis la série se centre autour d'un ex super-héros qui est devenu flic parce qu'il a perdu ses pouvoirs et qui enquête dans ce monde.
Officiellement. Et surtout il est pas flic, il fait partie d'une division spécifique. Oui, c'est vrai. Bah vas-y, continue. Merci. Il fait partie d'une division spécifique qui va arrêter en fait les super-héros, les vilains entre guillemets, qui est spécialisé dans l'arrestation et la l'enquête, régulation des super-héros qui font des conneries. C'est genre un Shield mais un peu plus cool quoi. Ouais, on va dire. C'est un Shield street level. En fait, dans cet univers-là, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des dons, sauf qu'une grande majorité s'en sert pour faire des conneries. Et du coup, cette agence, ce bureau est là pour tout canaliser et mettre en prison ceux qui se servent de leur pouvoir à des fins personnelles ou à des fins criminelles, tout simplement. Donc voilà, alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette série? Nous on a regardé les 3 premiers épisodes. J'en ai regardé 4. Voilà, spoiler, alerte. Moi j'en ai regardé 7. 7, ouais. Wow, quel beau gosse. Et donc qu'est-ce que tu en as pensé? Alors en fait, j'en parlais en off tout à l'heure avec Guélan. Le problème c'est que moi je vais dire que je vais adorer, mais je vais me faire taper dessus après. Mais quand j'étais gamin, il y avait une série qui s'appelait Mutant X qui passait sur TMC, qui était totalement merdique, et que moi je regardais quand même parce que c'était un truc de super-héros et que j'étais friand de ça. Il y avait des meufs avec des combis cuir. Ouais, en plus, et blondes et voilà. Et bref. Et donc du coup. Complètement passé à côté de ça. C'est juste pour dire qu'au niveau visuel, c'est pas très bien. Enfin, les effets spéciaux sont ultra cheap. C'est très cheap. C'est ultra cheap à tout niveau. On voit pratiquement les câbles des gars quand ils volent. Enfin bref. Mais au niveau de l'histoire, au niveau de l'acting, il y a quand même l'amiral Kane dedans, faut pas déconner. Et du coup, moi j'ai ultra kiffé en fait. Je trouve que les acteurs sont bons, l'acting est très bon, l'histoire tient debout déjà. Pour être arrivé au 7e épisode, en fait, j'ai regardé le 7e avant de venir enregistrer et franchement, j'étais vénère parce que je voulais voir les 3 derniers. Et du coup, tout va très vite. L'histoire ne s'arrête pas sur les détails, on avance très très vite, le plot avance. On arrive au 4e, on se dit putain, ils sont déjà là, mais il se passe quoi après? Boum, il y a encore un truc qui arrive derrière. Donc vraiment, ça accélère, c'est très bien. Le plot qu'il y a derrière le plot est encore plus ouf. Tout est très bon. Il y a le passé des personnages est bien travaillé, je trouve. Il y a un truc qui marche franchement très bien dessus. Moi j'ai vraiment accroché et pourtant c'est ultra cheap. Moi je trouvais que Power c'était un comics qui fonctionnait pas mal parce que ça jouait sur les forces de Bendis, c'est-à-dire c'était énormément de dialogue et ce mec là il sait vachement mieux écrire 2 lesbiennes qui fument des clopes sur leur lit et qui parlent de beats que des super-héros. Et Waouh, alors c'est quoi la référence? Je ne sais pas, mais c'est ce que m'évoquent les comics de Bendis. D'accord, parce que je crois qu'il a un vrai truc qu'il avait écrit et que c'était. D'accord. Mais ça parle de vagin aussi, Power, c'est pas mal. Je sais, le bouquin, en tout cas, il parlait. Enfin, il était très gratuit niveau cul et tout, parce que il faut expliquer que c'est un comics qui était très indépendant. Et il avait. C'était Icon. Non, c'était Image. Et ensuite il est repassé chez Icon quand Marvel lui a fait les ponts en or pour venir à temps plein chez Marvel. Et c'était vraiment un comics qui avait un ton très 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 bizarre. Les dialogues étaient un peu enfin ils sortaient de l'ordinaire quoi. C'était le début des comics vraiment parlés, ce qu'on a vu aussi. Moi j'aimais beaucoup le trait de je sais plus de Michael Owen. Et la série donc. Et la série au début j'étais un peu perplexe pour le choix de l'héroïne Dina Pilgrim. C'est Dina Pilgrim? Oui. J'étais un peu perplexe pour le choix. Ils ont fait un swap coloré puisque maintenant elle est devenue noire. Ouais. Et au début je me suis dit où est-ce qu'ils vont dans cette direction, et je trouve que c'est pas mal, ça lui donne un petit côté The Wire en fait. Elle me fait penser. C'est tellement raciste. Mais non, pourquoi? Parce qu'il est noir, c'est The Wire. Mais non, la flic. Ah non, un peu de chien aussi, c'est pour ça. La flic dans The Wire qui est un des personnages les meilleurs persos de. Oui, je sais. Kima, ouais, et donc elle m'a fait penser à Kima et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et malheureusement, et c'est vraiment, tu sens qu'il y a un petit problème de budget et de machin, mais il y a vraiment beaucoup de cœur dans cette série. Les effets spéciaux sont vraiment. Je suis d'accord avec vous, mais en fait, l'histoire est sympa, mais visuellement, il y a un ton, toi, c'est très sombre, tout ça. Tu sais que on va pas te raconter un truc avec des pâquerettes et tout, tu vois. Mais dès qu'il y a un effet spécial, dès qu'il y a un super pouvoir utilisé, d'un coup, il y a beaucoup de rouge à l'écran. C'est extrêmement cheap. Il y a un tuyau d'arrosage qui s'allume pour te montrer que c'est du sang, tu vois, que ça gicle. C'est une série qui essaye de transformer le caca en bonbon. Et c'est vraiment. Et honnêtement, ils ont vraiment. Tu sens qu'ils ont peu de budget et qu'ils sont à la lutte et tout, mais comme disait Zef, tu vois, moi j'ai envie de. Tu vois, j'arrive à la fin de l'épisode, je me dis pas, oh putain, je reprendrai plus tard. Non, j'ai vraiment envie de continuer. C'est pas Agents of Shield. Hein. C'est pas. Non, mais en fait, il n'y a pas de budget. Ok, c'est moche, mais l'histoire,
le scénario fait tout. En fait. Le traitement des super-héros est très bon. Vraiment, ça fait une bonne série malgré tout. Il y a juste une chose que j'avais assez remarqué, parce que moi j'en ai regardé que 3, parce que franchement le pitch ne m'avait pas trop plu, c'est le manque de rythme en fait. Enfin, il y a beaucoup de cassures en fait. Ils vont te mettre un moment extrêmement de violence et extrêmement beaucoup d'action, et puis ensuite pendant 3 quarts d'heure, enfin une demi-heure, ils vont parler. C'est très proche de la BD dans ce sens-là. C'est que la BD, c'est très verbeux. Elle prenait des numéros entiers pour discuter. Et comme je te parlais de la discussion sur un lit en train de fumer des clopes, c'est exactement ça. C'est genre t'as des numéros entiers où ils sont en train de se parler. À dire quasiment rien et à faire des zooms et des D'accord, donc ça a été correct, enfin fidèlement transposé. Dans le sens où c'est verbeux, ouais. Non mais c'est pas ça qui me dérange, c'est le côté rythme complètement dissocié. C'est un peu le style de la BD en fait. D'accord, ok. C'est un polar en fait. Oui, faut y penser. C'est très noir, c'est très pas Sin City, c'est Sin City avec des couleurs et dans un monde de super-héros. D'accord, donc c'est ton résumé. Sin City avec des couleurs, avec des super-héros. Ouais, c'est exactement ça. Tu assumes cette... C'est comme ça que la BD est. D'accord. Je suis assez d'accord en fait sur le truc. Okay. C'est un vrai polar le truc. Enfin, on est tous d'accord. L'idée du scénario est vraiment bien. Je sais pas, le côté super-héros qui a perdu ses pouvoirs, qui est vraiment cynique, qui a un côté vraiment dégueulasse, j'aime bien. Parfait, merci pour cette revue. C'est déjà la fin de l'émission. Ah, le petit doigt vers le haut. Comment ça, dis donc. Non mais c'est bien, c'est pas trop... non, rien. Oh là là, je suis vexé. Que d'habitude, c'est... Bah oui, je sais, j'ai fait attention. On se retrouve... Attendez, c'est pas il m'a cassé, en fait. voilà. Un quart d'heure Il y a encore 10 minutes d'au revoir, voilà. Alors, nous on se retrouve dans 2 semaines, donc le 1er juin. Ok. Premier jour de juin. Très bien. C'est le meilleur jour de juin. Je serai pas là, mais d'accord, je vous écouterai. Premier jour du mois dans lequel l'été se trouve. C'est pas vrai. T'as vu ça? Oh là là. Donc on arrive doucement à la fin de la saison en fait. Hein. Wow. C'est ça. Ouais mais en fait c'est pas une fin de saison parce que on devrait rester. En fait l'été c'est le 21 juin. C'est le 23, ouais c'est le 21, c'est pendant la fête de la musique. Du mois dans lequel oui pardon. Oui, j'ai été très technique. Bon, puisque tu veux parler absolument, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité jeu de rôle? Bah je vais vous parler de mon actualité jeu parce que je reviens de la DreamHack et c'était vraiment cool, voilà. Merci. Génial. Gaylor, je vais faire plus Gaylor, oui, Eric, pardon. T'as une actu? J'ai une actu. En ce moment, je joue à Demon's Souls, parce que tout le monde joue à Bloodborne et Dark Souls. Je me dis bon, je vais peut-être m'y mettre et j'ai commencé par là. Et... Donc le premier quoi. Ouais, le premier que m'a. Non, le deuxième. Bon, le deuxième. Le premier étant... Attends, j'ai dit Demon's Souls. Voilà. Merci premier, Joe, donc Joe qui est une chronique jeux vidéo. Voilà. Bah alors jeux vidéo là. On parle vite, c'est Joe. Donc tu vas jouer et toi, que Dani... je déteste et que j'adore et enfin voilà, j'ai un sentiment contradictoire sur ce jeu que je déteste. Et toi Daniel, Koh-Lanta? Alors moi j'écris des récaps Koh-Lanta pour BuzzFeed. Qu'est-ce que j'ai comme actu? J'ai écrit un article sur le top 10 des meilleures chutes sur les dessinateurs Marvel, les dessinateurs français qui peuplent la Marvel. Maintenant j'ai écrit ça pour Le Monde. Ouais. Et je crois que j'ai d'autres trucs que je devrais écrire en ce moment. Mais tu t'en rappelles pas? Si, j'ai fait bien un article. Il y a un article à venir sur Mad Men évidemment. Ah bah oui. Pour expliquer tout le bien de cette série et surtout qu'il fallait poursuivre au-delà de la saison 1. Non. Ah si non, je crois que t'allais dire poursuivre après la saison 7, je crois que t'allais dire ça en fait. Et puis ouais, j'ai encore d'autres trucs sur Daredevil. Et puis sinon, tous les samedis, je vous donne rendez-vous pour des récaps Koh-Lanta. Eh bien c'est parfait tout ça, j'espère que vous avez aimé cette émission autant que moi. Nous on se retrouve donc dans 2 semaines. Comme d'habitude, sur Twitter, vous faites des remarques avec le hashtag ComicsOutcast ou vous abonnez au groupe Facebook qui s'appelle pareil, donc c'est ça hein, ouais, on a un Instagram aussi, non? Vous téléchargez... Non, on n'a toujours pas Instagram, c'est Ben qui s'en occupe. Vous pouvez toujours télécharger nos épisodes sur le site radiokawa.com/comics-outcast pour nous écouter en streaming. Mais bon, si vous nous écoutez, c'est que vous nous avez déjà téléchargé ou alors sur iTunes comme d'habitude. Voilà, merci Joe. Ben de rien. Merci Joe. Merci aux autres chroniqueurs, Adeline qui n'est pas chroniqueuse mais bon elle est là, squatteuse, Adrien et Lucille qui sont dans le studio mais qui n'ont pas participé. Merci Adrien et Lucille. Pop. Et juste un petit coucou à la boutique Astro City de Lille dans laquelle on a passé notre Comic Book Day en compagnie de Gaylor et Zef. Voilà. C'est sympa d'avoir prévenu les copains. Mais oui. Non mais la question c'est qu'est-ce que vous foutez à Lille? Faut en parler à Julien. Voilà, à très bientôt, merci.
Bis, bye bye. Truth is, I am Iron Man.